Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Ça nous a été présenté comme le plus important investissement privé de l'histoire du Québec, un projet majeur, Nordvolt, son usine de batterie à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Et pour attirer l'entreprise suédoise, Ottawa et Québec ont quand même sorti le chéquier. Et depuis, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées. Des questions quant à l'acceptabilité sociale, sur l'absence de BAP, sur l'impact de la biodiversité. François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Innovation, des sciences et de l'Industrie, est avec nous. Bonjour, Monsieur le ministre. Très content de vous accueillir. C'est réciproque. Je pense que c'est une première fois qu'on est ensemble ici vrai, à Cube oui. Radio. C'est moi qui est honoré de participer à l'émission ce matin. Puis je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Oui, on a beaucoup de choses à se dire. D'abord, est-ce que vous avez été étonné par la levée de bouclier de certains face à Nordvolt? Tu sais, il faut se rappeler que la dernière fois qu'on a fait des grandes choses de cette envergure-là au Québec, c'est les barrages de M. Bourassa dans les années 70. Et vous savez, des fois, je me suis inspiré. Je suis allé voir un peu ce qui se disait à l'époque parce qu'on avait un premier ministre qui avait une trentaine d'années, qui lançait le Québec dans l'hydroélectricité, des milliards. Et il y avait des questions. Alors, c'est sûr que si vous regardez ce qu'on était en train de faire, moi, souvent, c'est pas qu'un matin, le Québec s'est levé et me dit on voudrait la filière batterie. C'est que la filière batterie s'en venait en Amérique du Nord grâce au plan de M. Biden aux États-Unis de réindustrialiser l'Amérique du Nord. Là, le train passait, puis honnêtement, on a réussi à l'arrêter, prendre une station, puis d'en amener une au Québec. Et ensuite de ça, moi, je dis, le risque qu'on avait aussi, c'était de manquer le train. Parce que moi, je pense que les gens, les Québécois et Québécoises, d'abord, vous savez, moi, je viens d'une région comme vous. Vous venez de l'Abitibi, moi, je viens de la Mauricie. Tu sais, dans mon coin, on coupait le bois, on mettait ça sur la rivière, on envoyait ça aux États-Unis. Je pense que comme génération, on est un petit peu plus raffiné maintenant qu'on se dit, on peut-tu créer la richesse chez nous? On peut-tu pas seulement acheter un véhicule électrique, mais ça serait bien si on en faisait une partie chez nous, puis on participait à cette création-là de valeur. Moi, je vois ça comme le dividende à la prochaine génération. Vous puis moi, on vit du dividende de M. Bourassa, mais les jeunes qui nous écoutent, c'est quoi le dividende que vous allez laisser? Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, pour attirer Nordvolt ici, vous leur avez donné des passe-droits? Moi, je dirais, écoutez, il y a un processus, c'est sûr. Faut comprendre que... Je vais vous dire comment ça a commencé, parce que les gens... C'est pas de la magie, là. Nordvolt, là, ça a commencé avec un article dans le Financial Times qui disait... D'abord, c'est une compagnie suédoise qui opère en Suède. Il y avait une usine en Allemagne. Ils regardaient pour faire une usine en Amérique du Nord. Moi, j'ai vu ça. J'ai appelé quelqu'un que je connaissais en Suède qui m'a donné le numéro de Peter Carlson, qui est le président. Ouais. J'ai dit, Peter, deux anciens de Tesla de Californie. Donc, pour eux autres, Peter n'était jamais venu au Québec. On se comprend, là. Là, j'ai dit, écoute, ça serait le fun de se voir. On s'est vu ici au Reine-Élisabeth à Montréal. J'ai dit, c'est quoi ta vision? Il m'a dit, c'est de faire la batterie la plus verte au monde. J'ai dit, écoute, c'est simple. Il y a juste un endroit au monde qui peut te permettre ça, c'est le Québec. Pourquoi? Parce qu'on est l'hydroélectricité, on va faire de l'acier vert, de l'aluminium vert, on va faire des batteries vertes. Ça a commencé là, mais on n'était même pas dans les cartons. Et l'idée derrière ça, je dis, faut pas oublier qu'on aurait pu manquer le train aussi parce qu'il va y avoir juste une usine de Nordvolt en Amérique du Nord, comme il y aura juste une usine de Volkswagen en Amérique du Nord. Il n'y en a pas 10. Fait que je comprends que les gens se questionnent, mais il faut aussi mettre ça dans un ensemble nord-américain. Si Nordvolt n'était pas à Québec, là, M. Dubé, c'est sûr qu'il était en Californie ou en Oklahoma ou au Tennessee. Mais avec un peu de recul, puis il y a eu Pierre Fitzgibbon qui, dans la presse, a écrit une lettre ouverte. Est-ce que le projet a été mal expliqué? Vous regardez ça aussi de votre côté en disant, est-ce qu'auriez-vous préféré qu'il y ait un BAP pour dissiper tout soupçon? Moi, je dis, on peut toujours faire mieux. Moi, je comprends que quand on tombe dans les grands ouvrages, puis honnêtement, je pense que au Québec, on va avoir besoin d'avoir cette discussion-là parce que là, vous avez vu les plans d'investissement d'Hydro-Québec. Nordvolt, c'est le plus gros investissement privé de l'histoire du Québec. On parle de 200 à 300 terrains de football. Là. Vous ne parlez pas de... C'est sûr que on est quasiment dans une mesure où on n'a pas vu depuis très longtemps, en tout cas notre génération, vous puis moi, on n'a pas vu ça parce qu'on n'a pas vu... On était un peu jeunes durant la construction des grands barrages de la baie James. Mais là, on s'en va vers des grands ouvrages. Puis moi, ce que je trouve... Comme Québécois, on est des bâtisseurs. On rentre le Québec dans l'industrie automobile. C'est quand même... Moi, des fois, j'ai le goût de me dire, on peut-tu se donner une tape dans le dos? Comme Québécois, Québécoises, on a rêvé de créer une nouvelle industrie. Là, on rentre dans l'industrie automobile par la grande porte. C'est quand même pas rien. Vous dites au Québec, on est des bâtisseurs, mais je vous cite un bout là, de ce que Pierre Fitzgibbon disait. Réaliser des grands projets, c'est plus long, plus complexe, plus coûteux au Québec que presque partout ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est plus compliqué de faire des affaires au Québec? Il y a certains éléments qui correspondent au processus qu'on a au Québec, mais ceci dit, moi, je demeure confiant parce que, regardez, on a attiré Ford, on a attiré GM,
On a attiré, évidemment, Nordvolt chez nous. On a attiré Volta à Granby qui a mis 1 milliard à peu près. On attire. Pourquoi? Parce qu'on a le talent. Hein? Les gens reconnaissent le talent des travailleurs travailleuses de chez nous. On a les écosystèmes. Rappelez-vous l'aérospatial. On a commencé avec Bombardier, puis là, on est troisième capitale. Mais est-ce que ça on a écorche notre réputation? Bien, c'est sûr que les gens regardent ce qui se passe. Bon, c'est pour ça que, d'une part, il faut prendre le temps de bien expliquer aux gens. Moi, je commence avec le pourquoi. Vous savez, là, on est dans le comment. Moi, j'aime ça souvent parler, puis j'étais à la Chambre de commerce de Montréal pour prendre un peu de recul. Disons, regarder la forêt plus que l'arbre en se disant, mais là, pourquoi on a fait ça? Puis d'expliquer aux gens, tu sais, cette vision-là de dire, ben on veut rentrer dans l'économie du 21e siècle. On veut pas la Moi, je pense, comme Québécois, je pense qu'on veut non seulement la transition énergétique verte en théorie, mais en pratique, si on peut y contribuer, créer des emplois, créer de la richesse chez nous, moi, je pense que comme Québécois et Québécoises, on peut être fiers. Puis là, vous me parlez du comment. Ça, je comprends qu'on peut toujours faire mieux, mais il ne faut pas oublier le pourquoi. Parce que si on avait manqué, là, je vous parle, vous puis moi, on est juste nous deux, là. Si on avait manqué le bateau, puis le train était passé, puis on n'avait pas de gare au Québec, ça aurait été quoi le discours au Québec? Bien là, on va acheter des véhicules électriques, mais on ne participe même pas à la création de richesses. Là, on a la chance d'y participer. Vous êtes allé, justement, vous revenez de ma région, l'Abitibi-Témiscamingue, une région très, très, très minière. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact sur la filière batterie? Ben oui, parce que comme je vous disais, il y a 5 choses qui font. Vous avez parlé des contributions du gouvernement. Moi, je veux vous dire, c'est pas ça qui fait qu'on gagne, parce que notre voisin américain est prêt à en faire beaucoup plus. On n'a pas les moyens de nos voisins américains, mais c'est le talent. La première chose que les gens nous demandent, est-ce que vous avez le talent? Est-ce que vous avez l'écosystème? Est-ce que vous avez les minéraux critiques? Puis je reviens de la région, comme vous dites, de Rouen. On les a, puis sont à proximité des usines puis des marchés. On a l'hydroélectricité, puis on a l'accès au marché. C'est sûr que quand vous êtes sur la planète, puis vous regardez ça, tu sais, moi, je dis souvent à la blague, les gens me parlent de Bécancour. Bécancour, c'est une ville de 8000 personnes. Quand on parle de Bécancour à Tokyo, ça va bien, là. Tu sais, je veux dire, on se comprend, là. Puis on est en, tu sais, la filière à Shawinigan, Trois-Rivières, Bécancour. Écoutez, là, il y a des compagnies comme POSCO, qui est le plus grand au monde dans l'acier, qui s'installe chez nous. C'est quand même pas rien. Je comprends que dans le comment, vous me dites, est-ce qu'on peut faire mieux toujours? Mais perdons pas de vue, l'objectif final, c'était de positionner le Québec dans l'économie du 21e siècle, dans l'économie verte. Vous étiez devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On a parlé, entre autres, de l'industrie de l'alimentation. Oui. Avez-vous regardé vos circulaires cette semaine, M. Champagne? Est-ce qu'il y a un effet Champagne dans les circulaires? Bien, je pense qu'il y a un effet sur la loi de la concurrence. Là, je sens que les épiciers, ils sont plus à l'écoute. Parce que dans le fond, moi, je me dis, certains me regardaient avec un sourire en coin, mais je leur dis, écoutez, oubliez pas que nous, on est capable de changer la loi, puis on l'a fait. Depuis qu'on a changé la loi, ils écoutent pas mal plus. C'était pas juste un show de boucan, là. Ben, je vous dirais, écoutez, regardez, on a demandé des choses, je suis pas satisfait, on a changé la loi, puis là, on a des nouveaux pouvoirs pour le bureau de la concurrence. Moi, je leur dis, vous avez avantage à m'écouter parce que je peux rechanger la loi encore. Est-ce que ça passe par l'arrivée d'un gros joueur de l'extérieur? Je pense que ça aiderait. Êtes-vous sur le téléphone pas mal? Ah, ben je suis sur le téléphone. Je parlais à un des grands épiciers américains hier. Pourquoi? Parce qu'on voit que 3 sociétés, dans le fond, 3 groupes contrôlent à peu près 50 du marché. Si vous mettez les 5, c'est 80 On voit dans d'autres juridictions, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Australie, que quand vous amenez plus de concurrence, ça a un effet, ça donne plus d'options, plus d'innovation, un meilleur équilibre entre les prix. Alors, moi, je pense... Écoutez, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que je vais réussir? Je ne le sais pas. Est-ce que ça vaut la peine de se battre pour le monde? Oui. Il faut parler d'immigration. Je sais que ce n'est pas votre dossier, mais vous êtes un ministre important du gouvernement Trudeau. Comment vous avez fait pour perdre le contrôle à ce point-là sur l'immigration? Je ne suis pas sûr que je qualifierais ça de la même façon que vous. Je pense qu'il y a eu un resserrement. Vous avez vu, par exemple, sur les étudiants étrangers pour s'assurer que le processus est bien respecté. Parce que moi, je pense que l'immigration, c'est quand vous le mettez à l'échelle nationale, je pense que c'est une des grandes forces du Canada, d'être capable d'attirer des talents. Hein? On le voit avec les grandes universités qu'on a ici au Québec et tout ça. Et vous savez, l'immigration est vue différemment au Canada que dans bien des pays dans le monde. Moi, je pense que c'est une force. Mais pour maintenir ça, il faut avoir de l'intégrité dans le processus. Il faut s'assurer que les règles soient respectées, qu'il y ait des règles claires et puis qu'on admette les gens chez nous de façon équitable sous un processus qui est très bien déterminé. Maintenant, je comprends quand vous allez certainement me demander les revendications du gouvernement du Québec, d'avoir plus d'aide. Oui, moi. Parce que ça a fait les manchettes, là, M. Champagne. Ce cri du cœur, c'était une conférence de presse avec 4 ministres. On ne demande plus 470 millions, on demande 1 milliard à Ottawa. Est-ce que le chèque est dans le mal? Ben, je vous dirais, grosso modo, par année, c'est 700
millions par année que le fédéral verse au Québec. Moi, je comprends l'appel des collègues de Québec. Vous savez, on travaille très bien ensemble. Hein? La preuve, on a fait des grandes choses, on va continuer. Alors, je comprends l'appel. Je dis 700 millions, c'est quand même... continuer de travailler fort, M. Champagne, vous n'allez pas me sortir cette phrase-là. Mais on continue de travailler ensemble. Non, mais je vous dis travailler. Moi, je travaille. Écoutez, la plupart des ministres du Québec, on se texte. Pierre Fitzgibbon, on se parle quasiment tous les week-ends. C'est devenu une blague. Que vous vous textez la fin de semaine là, pour vanter les mérites du cellulier. C'est-tu vrai, ça? Marc-André Leclerc me disait ça. Pour vanter les mérites du... Non, mais on s'écrit. Non, mais on s'écrit parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais moi, je pense qui gagne dans ce temps-là, c'est les citoyens et les citoyennes. Tu sais, les gens, les histoires de chicane du passé, là, ça, c'est de la politique de 1900, je sais pas quelle année. En 2024, les gens disent, écoutez, travaillez. Les gens nous payent pour travailler. Ouais, mais le Québec est sur le bord du point de rupture pour l'immigration, M. Champagne. C'est pour ça que je dis, mais 700 millions chez nous, c'est quand même, comme on dit, un bon down payment. Là. C'est quand même pas rien. Maintenant, est-ce qu'on doit continuer de discuter pour s'arrimer? Je pense que certainement, on le fait toujours. On finit toujours par s'entendre. Avez-vous regardé les sondages dernièrement? Je regarde pas trop ça. Je suis pas mal occupé. Oui, c'est peut-être mieux. Comment vous expliquez les chiffres? Comment vous expliquez là, que les conservateurs soient à peu près une vingtaine de points, selon certains sondages, devant vous? Comment vous expliquez qu'il y a plusieurs Canadiens qui vous ont tourné le dos? Là? Moi, je vous dirais que c'est pas un phénomène qui est propre au Canada ou au Québec. Si vous regardez dans le monde, quand il y a de l'anxiété, c'est une situation difficile pour plusieurs, l'inflation, le coût de la vie, ça se reflète beaucoup sur les dirigeants politiques. Hein? Si vous regardez en Europe, c'est quand même pas un phénomène qui est seulement chez nous. Ceci dit, moi, je pense que la formule gagnante, c'est de se focaliser sur les enjeux qui touchent les gens au quotidien. Tu sais, quand on a fait, par exemple, le sommet sur le vol d'auto. Pourquoi? Parce que ça touche les gens de façon directe. Il y a des résultats, là. Oui, puis il va en avoir d'autres. On voit... Non, mais aussi, c'est un message à ceux qui font des activités criminelles qu'on s'en vient vous chercher, là. Fait que je pense que le message était fort, clair, puis on était quasiment 600 dans ce grand forum-là. Moi, je dis... C'est le genre de choses qui envoie un signal fort. Deuxièmement, moi, je pense qu'au niveau de l'épicerie, comme vous dites, les gens sont conscients que c'est pas simple. Puis je pense peut-être, de l'autre côté, c'est qu'il y a eu, vous me parliez de l'opposition du chef des conservateurs. Moi, je pense qu'on est probablement dans cette politique-là de polarisation où on présente des solutions simples à des problèmes complexes. On ne règle pas grand-chose avec un vidéo. Là. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Là, je peux vous dire, si c'était simple, d'autres le font avant. Alors, je pense que les gens sont capables de voir à travers ça. Il y a une certaine anxiété qui est normale, qui n'est pas seulement chez nous, puis je pense que ça se reflète un peu comme ça. Il y a de la grogne un peu à l'intérieur, puis du parti, en tout cas dans les discussions de corridor qu'on pouvait avoir aussi. Il y a des questions qui étaient soulevées à savoir, est-ce que M. Trudeau va être le bon chef pour la prochaine élection? La question se pose pas. Ça vous tente pas, M. Champagne? La question se pose pas. Bon. Je veux dire, M. Trudeau a dit qu'il serait là. Le caucus est uni. Moi, je peux vous dire, j'y vais à tous les mercredis. Les collègues sont là. Vous avez une équipe expérimentée, une équipe d'expérience. On sait qu'il y a une élection américaine qui s'en vient aussi. Je pense que dans une période comme celle-là, les gens vont vouloir avoir une équipe les gens vont vouloir de la stabilité. Moi, c'est ce que je pense, parce que les enjeux... Vous ne sentez pas l'usure du pouvoir dans l'esprit de plusieurs? Écoutez, quand on s'occupe des affaires des gens, on a vécu quand même pas mal de choses. Hein? Je m'en vais ouvrir, par exemple, l'usine de Moderna après l'entrevue ici à Laval. Grosse usine, on serait capable de faire 100 millions de vaccins, dont, par exemple, certains sur le cancer. Moi, j'ai comme l'impression, quand les gens vont avoir le choix, puis ils vont regarder le bilan, puis ils vont regarder la polarisation que d'autres prétendent vouloir amener dans l'aréna politique. Moi, j'ai comme l'impression, ça fait quand même 3 élections que je fais, que quand les gens arrivent à la fin, quand c'est le jour du scrutin, les gens vont se poser la question en disant qui peut mieux s'occuper de nos affaires? Qui était là quand on avait besoin? Vous n'avez pas changé d'idée pour la chefferie du Parti libéral du Québec, M. Champagne? Mon cœur est à Ottawa, je le dis. Tout le monde essaie de me trouver un emploi. Ils cherchent du monde. Des fois, là, je ils sont me dis, sur le M. téléphone. Dubé, je me dis, écoutez, là, je suis en train de me poser une question. Je fais-tu une bonne job? Parce que tout le monde essaie de m'en trouver une autre. Mais j'apprécie, les gens sont gentils. Puis écoutez, ma façon de contribuer au Québec, elle est claire. Regardez ce qu'on a fait, l'investissement privé le plus important de l'histoire du Québec. Pour moi, c'est de bâtir le Québec de demain, de créer de la richesse collective, de nous positionner comme leader dans le monde. Écoutez, la filière batterie au Canada est rendue, Bloomberg disait, premier au monde, devant les Chinois.
sais, des fois, j'ai comme l'impression, on peut-tu se féliciter des fois? Comme Québécois, des fois, on se critique, c'est correct. Mais des fois, j'ai le goût de dire, hey, on est quand même pas si pire que ça. Monsieur Champagne, il faut que je vous pose la question. Moi, je suis fasciné de vous voir aller dans des événements publics, au rodéo. C'est quoi le secret de votre énergie? Écoutez, moi, je me lève le matin, je suis positif, je suis de bonne humeur. Ah, c'est ça. Non, mais je fais un peu de yoga, là. C'est devenu... les gens me posent des questions là-dessus, mais c'est quand même aussi cet esprit-là de saisir l'opportunité, avoir de l'ambition. Et honnêtement, je dois dire, les gens me le rendent bien. Quand vous me parlez des sons... Moi, je peux vous dire, quand je suis dans la rue, les gens m'interpellent. Puis je pense, j'avais lu un livre aussi qui disait, il n'y a pas une nation qui peut être plus positive que ses leaders politiques. Je pense que c'est un peu notre rôle, vous, moi, tout le monde, quand même, de dire, oui, il y a des choses qu'on peut faire mieux, oui, il y a des questions qu'on doit poser, mais quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, je pense qu'on peut se dire que c'est bien d'être au Québec, c'est bien d'être au Canada. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Merci pour votre présence en studio. C'est un grand plaisir. Grand plaisir, merci.